The official inquiry found that he deliberately ended the lives of at least 215 of his patients. Il s'appelait Harold Frederick Chigman et pour des centaines de personnes, il était plus qu'un simple médecin généraliste, il était une figure de bienveillance, de savoir et de réconfort. À Hyde, une petite ville paisible du nord de l'Angleterre, tout le monde connaissait le docteur Chigman. Son cabinet ne désemplissait jamais, il faisait des visites à domicile à toute heure, se montrait patient, affectif et semblait incarner à lui seul la vocation médicale dans ce qu'elle avait de plus noble. Personne ne se doutait alors que cet homme, calme, au regard clair et à la voix posée, allait devenir l'un des plus grands tueurs en série de l'histoire contemporaine. Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de l'un des pires serial killers de l'Angleterre, le docteur Chipman. Harold Frederick Chigman est né le 14 janvier 1946 à Nottingham, dans une Angleterre encore marquée par les cicatrices de la Seconde Guerre mondiale. Il grandit dans une famille tout à fait ordinaire, mais très respectée au sein d'un foyer où la rigueur et la décence dominent. Son père, Harold Senior, est un ouvrier travailleur et réservé, tandis que sa mère, Vera, incarne l'autorité, la fierté et surtout la discipline. C'est une femme forte, protectrice et parfois étouffante qui voit en son fils cadet le prolongement de ses ambitions. Très tôt, elle va donc placer Harold au centre de son monde, décidée à en faire un homme exemplaire, brillant et irréprochable. Cette adoration, doublée d'un contrôle constant, va forger chez le jeune homme un rapport trouble à l'amour et à l'autorité. Vera va choisir ses vêtements, ses fréquentations et détermine ce qu'il doit lire, apprendre et aimer. Elle va vraiment contrôler toute sa vie, puisque Harold devient son projet de vie, celui sur lequel elle projette tous ses espoirs, et dans la famille Chipman, les enfants sont polis, discrets, obéissants, mais leurs voisins les trouvent assez étranges. Les Chipman, ils sortent peu, ils participent pas à la vie de quartier, les enfants vont à l'école et rentrent directement chez eux, sans jouer dehors avec les autres enfants. Et c'est dans ce climat d'ordre rigide et d'isolement qu'Harold se façonne en silence. Harold, c'est vraiment quelqu'un d'intelligent, de travailleur, mais très solitaire. À l'école, il se montre ambitieux, perfectionniste et parfois même hautain. C'est quelqu'un qui supporte très mal la critique et cache derrière son calme apparent une sensibilité excessive à l'échec. Sa mère, elle va du coup l'encourager toujours à se surpasser, à dominer les autres et ne jamais se contenter d'être dans la moyenne. Il faut toujours être le meilleur. En grandissant, il découvre dans le sport une manière de canaliser cette pression. Il pratique le snookerball, c'est vraiment un équivalent du cricket en Angleterre. Il va pratiquer aussi le rugby et le football. Et dans le sport, il va aimer la compétition, la discipline et surtout la victoire, car chaque réussite est pour lui une preuve d'amour adressée à sa mère. En 1957, il entre à la prestigieuse école de High Pavement. Sa mère en est fière, mais pour Harold, le choc est brutal. Dans cette institution, il n'est plus du tout le meilleur, il se retrouve entouré d'élèves tout aussi brillants, voire plus talentueux que lui. Et l'échec ou simplement l'égalité, c'est vraiment insupportable pour Harold. Pour un jeune homme élevé dans l'idée qu'il va toujours dominer, ce sentiment d'infériorité, c'est vraiment une blessure profonde et un échec. Et c'est donc à ce moment-là, alors qu'il n'a que 17 ans, que sa vie va basculer. Lorsque Vera Chipman apprend qu'elle est atteinte du cancer du poumon, le monde d'Harold s'écroule. Il voit peu à peu sa mère dépérir, s'affaiblir chaque jour, jusqu'à devenir l'ombre d'elle-même. Mais il va se dévouer entièrement à elle, il quitte l'école dès qu'il le peut, rentre directement à la maison, et il va s'occuper d'elle vraiment avec un soin obsessionnel. Donc le rôle de soignant qu'il endosse adolescent devient vraiment le centre de sa vie. Sa mère l'appelle constamment, elle dépend vraiment de lui pour tout. Et le lien qui était déjà fusionnel devient presque exclusif. Mais un élément va s'introduire dans leur quotidien, la morphine. À chaque passage du médecin, Vera reçoit une injection qui soulage instantanément sa douleur. Et pour Harold, c'est vraiment un spectacle quasi mythique. Il voit la souffrance disparaître sous ses yeux, remplacée par une paix artificielle.
Et vraiment, cette transformation, ce miracle qu'est la morphine, va vraiment le marquer profondément, puisque dans ce liquide translucide, il voit le pouvoir absolu, celui de soulager, d'endormir, de délivrer, mais aussi peut-être de tuer. Mais malheureusement, le 21 juin 1963, Vera meurt à 43 ans. Harold est bouleversé et il va se refermer sur lui-même. Il ne laisse rien apparaître, garde le visage impassible. Mais à l'intérieur, quelque chose se fissure. La mort de sa mère, vécue dans un mélange de douleur et de fascination, devient le pivot de sa vie. C'est vraiment un tournant dans sa vie puisqu'il va décider de devenir médecin ce jour-là. Non pas seulement pour sauver des vies, mais pour comprendre, maîtriser et peut-être un jour contrôler la mort. En 1964, après le lycée, Harold s'inscrit en médecine et malheureusement sa première tentative échoue, mais il réussit à intégrer la faculté de Leeds en 1965. Il s'est investi vraiment corps et âme. Pour lui, la médecine, c'est plus seulement une vocation, c'est vraiment une revanche par rapport à la mort de sa mère. C'est vraiment l'occasion de lui montrer, même disparu, qu'il est l'homme exceptionnel qu'elle voulait qu'il devienne. Et c'est dans cette même école qu'il rencontre Primrose Oxtoby, une jeune femme de 17 ans issue d'une famille stricte et conservatrice. Primrose est douce et naïve, vit sous la coupe de ses parents qui sont aussi autoritaires et elle va trouver en Harold une force, un charisme, une stabilité qui vraiment la rassure. Lui de son côté est attiré par cette femme malléable, docile, presque dépendante à lui, un reflet de ce qu'il attend d'une relation, le contrôle et la dévotion. Mais leur relation va aller vite, un peu trop vite, puisque Primrose tombe enceinte et les parents de Primrose sont furieux et ils vont exiger le mariage. Donc alors, le 5 novembre 1966, Harold et Primrose se marient. Ils sont jeunes, sans argent, sans logement. Donc elle va retourner vivre chez sa famille pendant la grossesse, tandis que Harold poursuit ses études. Sur le papier, le couple est uni, mais en réalité, tout les sépare. Harold est ambitieux et rigide, et il supporte mal les contraintes du mariage et de la paternité. Il rêve d'un avenir prestigieux, pas d'une vie domestique. Le 14 février 1965 naît leur première fille, Sarah Rosemary. Harold devient père, mais il semble ne pas ressentir d'émotion particulière à cela. Et donc rapidement, un fossé va s'installer entre lui et Primrose, qu'il perçoit vraiment comme un frein à ses ambitions. Pourtant, il va continuer d'avancer puisqu'en 1970, à 24 ans, il obtient son diplôme de médecine et il va devenir interne à l'infirmerie de Pontefract dans le Yorkshire. Là-bas, il découvre la dure réalité du métier, les gardes épuisantes, la pression constante, les vies perdues malgré les efforts. Mais Harold, c'est pas comme les autres. Il reste froid, méthodique et calculateur. Il va vraiment se distinguer par son efficacité et son assurance, parfois arrogante. Mais toutefois, ses supérieurs le trouvent brillant, mais quand même un peu distant. Il ne cherche ni amitié ni reconnaissance, seul compte le pouvoir absolu de la situation. Et peu à peu, dans le silence du couloir de l'hôpital, ses penchants les plus sombres commencent à émerger. En 1972, plusieurs décès inattendus surviennent dans le service de Chipman. 3 femmes âgées, Agnès Davidson, Elizabeth Dwayne et Alice Smith, meurent dans la même nuit. Et l'infirmière Sarah Whiteman, qui s'occupait d'elles, remarque que rien ne laissait présager leur fin si soudaine. Les patientes étaient vraiment malades, certes, mais stables, rien ne présageait leur mort. Mais elle va trouver des emballages d'injections vides, des seringues abandonnées, auprès de leur lit. Donc quelqu'un leur a administré quelque chose, mais quoi? Chipman, calme et impassible, affirme ne rien savoir de tout ça. Son comportement assez étrange, presque détaché, la trouble. Pourtant, par respect par sa hiérarchie, Sarah ne dit rien. Et donc ce silence marquera peut-être le début d'une série meurtrière sans précédent. Les années suivantes, d'autres incidents surviennent puisqu'en novembre 72, une fillette de 4 ans, Suzy Gravett, atteinte d'une paralysie cérébrale, meurt subitement sous sa supervision. Les dossiers médicaux disparaissent, rien permet de prouver une faute. Mais déjà, dans l'ombre, le médecin a trouvé son terrain d'expérimentation. Les patients fragiles, dépendants, vulnérables et les injections d'opiacés. À mesure que les années passent, Harold Chipman se forge une réputation de médecin brillant, mais un malaise invisible s'installe.
Son intérêt pour les substances utilisées à l'hôpital devient de plus en plus prononcé. Il ne s'agit plus d'admirer la puissance des opioïdes, il commence à en faire l'expérience lui-même. La morphine, la pédidine, ces médicaments qu'il administre à ses patients pour calmer leur souffrance, deviennent son refuge secret, son échappatoire. Parfois, ses mains tremblent, son regard se vide, et derrière la blouse, le médecin modèle devient dépendant, et dans cette dépendance se réveille une fascination morbide, celle du passage entre la vie et la mort, ce moment précis où la douleur cesse, où tout s'éteint. En 1974, il est embauché au centre médical Abraham Ormerod à Todmorden, dans le Warwickshire de l'Ouest. Le service est vraiment à bout de souffle et le personnel est vraiment débordé. Donc Shipman, jeune travailleur charismatique, est vraiment accueilli comme un sauveur. Il va s'investir, participe à des actions caritatives, fait du bénévolat. C'est vraiment le médecin idéal. Mais ceux qui travaillent à ses côtés remarquent rapidement son tempérament. Il supporte mal la contradiction, s'emporte dès qu'on met en doute ses décisions. Il méprise les infirmières, se montre cassant, hautain, parfois cruel. Sa gentillesse, celle qui est réservée à ses patients, disparaît dès qu'il s'adresse à un subalterne, à un collègue. Et derrière cette façade de perfection, les premiers drames réapparaissent. Un beau jour d'août 1974, une jeune femme nommée Susie Orlinsky entre en travail pour son premier enfant. Shipman va donc la prendre en charge et lui administre de la péditine, un antalgique opioïde courant pour traiter la douleur, mais il dépasse largement la dose habituelle. Et la mère et le bébé vont en subir les conséquences puisque le petit Christian meurt peu après la naissance. Mais Harold se montre froid, distant, presque indifférent face à cette situation. Il ne prévient même pas les secours immédiatement. Pour les parents, c'est vraiment un drame d'avoir perdu leur enfant, mais pour le docteur, il s'agit d'un simple incident. Mais le même schéma va se reproduire inlassablement. Une jeune patiente, Helen Oswald, consulte le docteur pour une douleur au flanc. Et Shipman va lui diagnostiquer à tort une crise de calculs rénaux et lui prescrit des opioïdes puissants. Lorsqu'il vient chez elle pour une prise de sang, elle perd connaissance après l'injection. Harold va alors la gifler pour la réveiller, puis la transporte à l'hôpital. Et heureusement, elle va survivre et le remerciera plus tard, croyant qu'il l'a sauvée. Alors que, ironie cruelle, elle n'avait pas besoin de soins, et ce qui a failli la tuer venait de la main même du médecin qu'elle admirait. Donc à cette époque, Shipman va vraiment s'enfoncer dans la dépendance, il falsifie ses ordonnances, récupère la péditine directement à la pharmacie, se l'injecte et ment à ses collègues. Il va vraiment dépendre de cette drogue. Mais les soupçons vont finir par le rattraper puisqu'en 1975, une enquête est ouverte. La quantité de péditine qu'il prescrit est bien trop élevée pour un usage normal. Il est interrogé, se montre sur la défensive, agressif, insultant, il nie tout, parle de malentendus et accuse ses collègues d'incompétence. Mais les preuves vont s'accumuler contre lui. Ses associés découvrent qu'il a prescrit de la péditine à des patients qui en avaient jamais entendu parler. Et lorsqu'ils le confrontent, il craque. Il admet sa dépendance et promet de se soigner. C'est un spectacle de contradictions parfaitement joué. En réalité, il regrette absolument rien, si ce n'est d'avoir été découvert. Peu après, il va donc être exclu du cabinet. Il va s'effondrer, mais rapidement, il reprend ses esprits. Et on va lui imposer une cure de désintoxication. Donc pendant plusieurs semaines, il est suivi, traité, analysé. Et on va lui diagnostiquer une dépression légère. À sa sortie de ce centre, il dit être un homme nouveau. Je ne toucherai plus jamais à la péditine, affirme-t-il. Et il a appris la leçon. Du moins, c'est ce qu'on pense. C'est ce que pensait tout le monde. Et là, il semble vraiment transformé, il est vraiment aimable, calme, travailleur, et ses nouveaux employeurs le décrivent vraiment comme un homme nouveau. Même le General Medical Council, l'institution chargée de surveiller les médecins, décide de ne pas le sanctionner. On estime qu'il a retenu la leçon. Mais cette façade de respectabilité cache une vérité inquiétante. Shipman n'a jamais cessé d'être obsédé par la mort. Il a simplement compris qu'il devait être plus prudent. Donc son addiction à la péditine est remplacée par une dépendance d'un autre genre, celle du contrôle total de la vie de ses patients. En octobre 1977, il rejoint le cabinet médical Donnybrook à Hyde, près de Manchester, et c'est ici, dans cette ville paisible, que le médecin discret
va devenir un véritable monstre. Et les habitants, vraiment, ils vont l'adorer. Il fait des visites à domicile, reste le soir, se montre attentionné, il prend le temps d'écouter, il mémorise les détails de chaque vie, chaque deuil, chaque souvenir. C'est vraiment un confident, presque un ami. Mais derrière ce sourire bienveillant, Harold recommence. Peu à peu, ses victimes s'accumulent, des vieilles dames, veuves, souvent seules, des patientes âgées, respectueuses, qui lui offrent thé et biscuits lorsqu'il passe chez elles. Il sort la seringue, injecte la dose fatale, puis note sur le dossier crise cardiaque. Il appelle la mort naturelle alors qu'elle ne l'est pas du tout. Et parfois même, il va rester assis quelques minutes observant le corps s'immobiliser, le souffle s'éteint. Puis il range calmement son matériel, ferme sa molette et quitte la maison avec un dernier mot. Elle est partie paisiblement. À la fin des années 80, le Dr Chipman est vraiment une institution à Hyde. Les gens le saluent, lui offrent des gâteaux, le remercient pour sa gentillesse. Personne ne remarque que le nombre de ses certificats de décès est anormalement élevé. Il va vraiment tuer plusieurs patients par semaine. Les décès surviennent souvent à domicile et rarement à l'hôpital, où c'est vraiment plus caché, où ils remarqueront moins que le docteur fait. Il recommande presque toujours la crémation, prétextant que c'est plus simple pour la famille, mais en réalité c'est la meilleure façon d'effacer toute trace de morphine dans les tissus. En 1989, il devient plus audacieux encore. Il tue une patiente, Mary Hammer, directement dans son cabinet. Elle était en bonne santé, venue pour un simple contrôle, et il prétend qu'elle a fait un arrêt cardiaque soudain. Et personne ne vérifie. Il signe le certificat de décès et la vie continue. En 1991, après 14 ans à Donnybrook, il quitte le cabinet officiellement pour désaccord sur les nouvelles méthodes informatisées, mais en réalité il veut vraiment s'affranchir de tout contrôle. Il ouvre alors son propre cabinet privé au 21 Market Street, toujours à Hyde. Et naturellement, ses anciens patients vont le suivre, convaincus qu'il est vraiment un homme de conscience. Il va alors retrouver son pouvoir absolu. Il est donc le seul maître de ses dossiers, de ses prescriptions, de ses actes. Donc pendant les années 90, les morts vont s'enchaîner à un rythme terrifiant. On estime qu'entre 92 et 98, il a tué plus de 200 personnes. Dans la petite ville de Hyde, la mort est devenue vraiment banale. Les familles vont vraiment se consoler en disant que leurs proches sont partis vraiment paisiblement grâce au Dr Chipman, alors que c'est tout l'inverse. En 1998, un autre docteur, la docteure Linda Reynolds, commence à remarquer un détail assez troublant. Le nombre de décès déclarés par Chipman est disproportionné. Son cabinet, pourtant 3 fois plus petit que celui du sien, enregistre plus de morts en 3 mois que le sien en une année. Elle va en parler aux autorités locales qui commencent à douter. Et au même moment, un directeur de pompe funèbre, Alan Massey, note des similitudes étranges dans les morts naturelles du Dr Chipman. Les corps sont retrouvés assis, habillés dans une posture calme, comme s'ils étaient éteints, sans souffrir. Et donc tout cela semble vraiment trop ordonné, trop propre. Rien ne bouge, jusqu'à qu'une femme, Kathleen Grundy, fasse basculer l'histoire. On est en juin 98, Kathleen Grundy, ancienne maire de Hyde, femme respectée et énergique âgée de 81 ans, mène une vie paisible. C'est une femme vraiment souriante, active, encore pleine de vigueur. Et ce matin-là, elle a rendez-vous pour un simple contrôle de routine avec son médecin de toujours, le Dr Chipman. Rien d'alarmant, juste un suivi habituel. Mais vraiment, quelques heures plus tard, on la retrouve morte, allongée sur son canapé, encore habillée. Le médecin, qui est donc contacté aussitôt, arrive sur place, calme et assuré. Il déclare qu'elle a succombé à une crise cardiaque et signe le certificat de décès sans la moindre hésitation. Pour lui, la cause est naturelle, il recommande toujours la crémation. Mais la fille de Kathleen, Angela Woodruff, avocate, sent immédiatement que quelque chose ne va pas. Sa mère était en bonne santé, aucun signe de fatigue, aucune douleur, rien qui puisse justifier une mort si soudaine. Et puis quelques jours plus tard, c'est vraiment le coup de massue. Elle reçoit un courrier, une copie du testament de sa mère, rédigé 3 semaines avant sa mort. En les lisant, elle se fige. Tout l'héritage est légué au docteur Chipman. Angela relit la lettre, mais la formulation est étrange, la syntaxe maladroite et les fautes sont nombreuses. La signature surtout, elle est
Pas comme celle de sa mère, elle la connaît par cœur, ici elle est grossière, exagérée, tout respire le faux. Elle va donc décider de creuser. Et le document qu'elle trouve est signé et attesté par 2 témoins, dont un propriétaire d'animalerie. Et elle va donc les retrouver et ils expliquent que le docteur Chipman les avait simplement demandé de signer ce papier dans la salle d'attente sans leur dire de quoi il s'agissait, alors qu'ils n'avaient jamais vu Madame Grundy ce jour-là. Et là vraiment, tout s'éclaire. Chipman a rédigé un faux testament, tapé à la machine, imité la signature, trouvé de faux témoins. L'arrogance est vraiment totale, il pense pouvoir tout contrôler jusqu'à la trace qu'il laisse dans les papiers de la mort. Angela va donc contacter la police, le corps de sa mère, heureusement enterré et exhumé. Les analyses sont formelles, des traces de morphine sont retrouvées dans les tissus. Pas une trace de maladie cardiaque, la dose retrouvée est létale. Kathleen Grundy a été tuée. Donc le 1er août 1998, la police perquisitionne la maison et le cabinet du docteur Chipman et les enquêteurs découvrent une scène inattendue. Le sol est jonché de vêtements, la maison est sale, désordonnée, plein d'ordures. L'image vraiment du médecin méticuleux s'effondre. Et surtout, dans les tiroirs et les boîtes, des dizaines de bijoux de femmes sont soigneusement cachés. Mais Chipman, il affirme que ses patients lui ont toujours offert avant de mourir, mais personne ne le croit. Sur son bureau, les policiers trouvent une machine à écrire identique à celle ayant servi à rédiger le faux testament, et sur le ruban encore en place, les caractères correspondent parfaitement à la frappe du document de Madame Grundy. Et surtout, les empreintes du docteur apparaissent sur l'appareil alors qu'il prétendait avoir prêté la machine à Grundy pour pouvoir qu'elle fasse le testament, alors que si il l'aurait prêté, elle aurait bien évidemment eu des empreintes digitales sur la machine. Donc le piège va se refermer sur le docteur et le 7 septembre 1998, Harold Chipman est arrêté. Et l'affaire Chipman va faire vraiment la une de toute l'Angleterre. Comment un médecin respecté, marié, père de 4 enfants, a-t-il pu tuer méthodiquement pendant plus de 20 ans sans jamais éveiller les soupçons? Les médias vont parler alors du docteur de la mort. Au total, Chipman est inculpé pour 15 meurtres, 15 seulement, puisque faute de preuves sur les centaines d'autres, 15 ont vraiment été prouvés et avec des preuves, puisque la plupart de ces victimes ont été incinérées, rendant donc impossible toute analyse post-mortem. Donc les 15 cas retenus ont pu être prouvés grâce à la présence anormale de morphine dans les tissus et aux dossiers médicaux falsifiés. Le procès va donc s'ouvrir le 5 octobre 1999. L'homme dans le box est calme, froid, presque hautain. Il nie tout. Son attitude va vraiment glacer les témoins. Il ne montre ni remords, ni peur, ni émotion. Lorsqu'on lui parle des victimes, il garde le regard vide, comme s'il n'entendait rien. Les familles présentes dans la salle assistent vraiment à la démonstration glaçante d'un homme sans émotion. Le 31 janvier 2000, après 6 mois d'audience, le verdict tombe. Chipman est reconnu coupable de 15 meurtres et de la falsification du testament de Kathleen Grundy. Il est condamné donc à 15 peines de réclusion à perpétuité, plus 4 ans pour faux et usage de faux pour avoir falsifié le testament. Mais pour les familles, la douleur reste insupportable, surtout qu'on ne connaissait pas le nombre total de victimes. On savait qu'il y en avait 15, mais il y en a bien plus, mais comment le prouver? Donc, en septembre 2000, une nouvelle enquête indépendante, la Chipman Inquiry, est ouverte. Et ses conclusions sont vraiment effroyables. Entre 71 et 98, Chipman aurait tué au moins 218 patients, probablement plus de 250. Il devient donc officiellement l'un des plus grands tueurs en série de l'histoire britannique. En prison, Chipman garde la même attitude, il ne parle presque pas, refuse des entretiens et nie encore les faits. Sa femme, Primrose, continue de les défendre. Pour elle, Harold est innocent, victime d'une machination. Elle va vraiment lui écrire chaque jour, lui rendre tout le temps visite, elle est vraiment là pour lui et elle le soutient à chaque instant. Mais en janvier 2004, tout va s'arrêter. Le 13, veille de son 58e anniversaire, Harold Chipman est retrouvé pendu dans sa cellule à la prison de Wakefield. Le geste est froid, calculé comme tout le reste, puisque en se suicidant avant ses 60 ans, il permet à sa femme de toucher sa pension complète, une faille dans la loi qu'il avait déjà repérée. Donc même dans la mort, il garde le contrôle. Pour un peu conclure cette histoire et faire un peu
L'analyse psychologique de Chipman, on peut dire vraiment que depuis l'enfance, il a vraiment été façonné par l'autorité maternelle. Il est nourri dans l'idée qu'il devait toujours être supérieur, irréprochable, admiré. Et vraiment, ce modèle d'amour conditionnel, tu es aimé, tu es vraiment le meilleur, l'a poussé à rechercher toute sa vie une forme de perfection absolue. Mais derrière, il se cachait vraiment une angoisse profonde, celle de la faiblesse, du désordre et de la dépendance. Voir sa mère vraiment dépérir sous ses yeux, impuissant, a été pour lui vraiment un traumatisme fondateur, même si ça ne justifie en rien les crimes qu'il a commis. La morphine, vraiment cette substance qui soulageait la douleur, est devenue à ses yeux vraiment un symbole, la preuve qu'on pouvait reprendre le contrôle sur la souffrance, sur la mort elle-même. Et vraiment, Chipman, en tuant, il se voyait vraiment pas, je pense, comme un meurtrier. Dans son esprit, il accomplissait seulement quelque chose, il décidait du moment, de la manière et du dernier souffle. Il était vraiment le juge et l'exécuteur du destin qu'il considérait comme inévitable. Certains psychiatres vont parler plus tard d'un complexe de Dieu, le sentiment d'être supérieur, d'avoir le droit de vie ou de mort sur quelqu'un. Et son narcissisme était vraiment pathologique, il se croyait plus compétent, plus juste, plus lucide que ses pairs. Et quand il tuait, c'était pas par sadisme, mais par conviction de savoir mieux que quiconque quand il était temps pour ses patients de partir. Il choisissait toujours des victimes âgées, faibles, reconnaissantes envers ce médecin, afin de conserver l'illusion d'un acte de compassion. Mais en fait, derrière cette justification pseudo-médicale, c'était vraiment le pouvoir qui le nourrissait, le pouvoir de décider, de manipuler, de tromper, de contrôler jusqu'à l'instant ultime. Et on peut voir que sa froideur au procès, son absence totale de remords, son besoin de paraître parfait jusqu'à la fin ne laisse aucun doute. Chipman, il a jamais voulu admettre la moindre faille. Et mourir de ses propres mains, c'est pour lui le moyen de garder la maîtrise absolue, de choisir encore le moment, la manière et les conséquences. Donc pour conclure, on peut dire que Harold Chipman n'avait rien de l'image que l'on peut se faire d'un serial killer. Il incarnait la confiance, il portait la blouse, parlait avec douceur, soignait des générations entières. Et il s'est servi justement de la médecine pour semer la mort avec méthode, intelligence et sang-froid. Ces crimes ont bouleversé la Grande-Bretagne, changé les lois, remis en question les relations entre patients et médecins, et Chipman restera à jamais l'incarnation d'un paradoxe effrayant, un homme formé pour sauver, qui a trouvé sa raison d'être dans la mort. Voilà, j'espère que l'histoire du docteur Chipman vous aura plu. N'hésitez pas à laisser en commentaire votre avis, laissez un petit like et surtout vous abonner pour vraiment me soutenir et soutenir cette chaîne. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire. Salut!